Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Mais aussi sur Espace TV, merci de nous écouter sur Yoliba FM du côté de Kouroussa. Merci d'être avec nous du côté de Farana sur Bambou FM. Guinée News relaie également cette émission. Il en est de même pour guinématin.com et guinée114.com. Merci de votre fidélité. Merci de nous écouter via nos antennes régionales. Les citoyens guinéens vivant en Allemagne sont dans l'incertitude depuis l'année dernière. Pour cause, ils se battent des pieds et des mains pour obtenir leur passeport. Ils sont plus d'une centaine, tenez-vous bien, à avoir payé plus de 403 millions de francs guinéens, l'équivalent de 43 125 € à une équipe qui était partie les enrôler à l'ambassade de Guinée à Berlin. Que s'est-il passé dans ce processus d'enrôlement? Nous essayons de comprendre ce matin avec Aïssatou Chérif Baldé. Elle est la présidente de l'ONG Guinée Solidaire, mais aussi avec Maître Paul Yomba Kourouma, avocat. Il sera avec nous. Que s'est-il passé avec la jeune dame Fatoumata Souma ce jeudi au CHU Ignazdine? Elle aurait perdu la vie suite à une fausse couche selon son époux qui est inconsolable. Il parle de négligence alors que l'hôpital explique les risques liés à une grossesse extra-utérine. Nous essayons de comprendre avec Alassane Garabi, époux de la défunte, et professeur Yaya Diallo. Il est le chef service adjoint de la maternité de ce côté. Mais d'abord, vos différentes réactions sur nos différents canaux. Nous commençons par le 657 39 13 13 avec vos différentes réactions. Nous commençons par ce premier message. Que dit-il? Bonjour les grandes gueules, Kassori et autres sont en train de recevoir la récompense de ce qu'ils ont sémé à un moment donné de leur gestion, car ils se croyaient être des demi-dieux, mais aujourd'hui ils paieront. Anselme Teliano depuis Mafanko. Toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour Diadia, c'est monsieur Alassane, il est parmi les faux diaspora. C'est Ibrahima depuis l'abbé, voilà, qui nous envoie ce message. Nous partons avec cet autre qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, respect à vous, c'est Goodluck Bako Touré depuis Mafanko. Nous devons nous poser une seule question, à savoir qu'est-ce que nous voulons pour notre nation au lieu de 2026. Le CNRD nous propose une Guinée assainie en 2025, couronnée d'élections transparentes et équitables. Où se trouve le problème? Il pose donc la question. Toujours avec vos messages sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Pourquoi vous ne laissez pas M. Antoine aller au bout de ses idées chaque fois qu'il prend la parole? Mamadi Oularé Youzé en vacances à Koléa, Conakry, donc qui nous envoie ce message. Que dit-il cet autre? Bonjour les grandes gueules, c'est Alassane Silla, que des Alassane ce matin dans les GG. Depuis Conakry, le cas Kassori et compagnie doit être géré avec prudence. La décision du procureur est réfléchie. Tout est question de justice et surtout d'exemplarité. Si Kassori et compagnie échappent à la justice par n'importe quel moyen, alors il y aura un gros problème pour faire fonctionner cette justice dans le futur. Et franchement, personne ne souhaite cela. C'est moi, un auditeur donc qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, c'est Ramadan depuis l'État de Ohio aux États-Unis. Si vous êtes là aujourd'hui à défendre ces gens, c'est parce que le coup d'État est intervenu le 5 septembre. Sinon, vous savez très bien, Yaya, la radio devait fermer. La loi autorise le procureur à interjeter appel. Nous continuons toujours avec vos différents messages. Bonjour Yaya, c'est Talibi, je vous écris. Et depuis Dabompa, dites à MAF de faire beaucoup attention avec cette question de dire est-ce que le procureur en fait un problème personnel? Cette question fait beaucoup réfléchir. C'est des doutes qu'on doit éviter dans des moments critiques. Nous continuons toujours avec vos différentes réactions. Bonjour les grandes gueules. Je vous écoute, moi je me pose la question, quel est le sort des anciens ministres qui ont quitté le pays? Surtout, Djenaba, merci, je vous encourage. PV au niveau Guy depuis Kindia. Nous partons sur un autre canal sur Twitter, peut-être pour voir les tweets qui nous sont parvenus. Que disent-ils? Nous partons avec ce premier, c'est toujours compliqué. Voilà, je pense qu'il faut aller avec la régie, essayer de voir si c'est possible de lire en direct avec Noël Monemou. Nous partons avec Dominique Koulemou. Bonjour les grandes gueules, dites à MAF que ça glisse. Il y a le mur juste dans son dos. Heureusement que c'est dans son dos. Dominique Koulemou donc qui nous écrit sur Twitter. Nous partons cette fois avec Minte Youssouf. Bonjour. Où vont
ces cautions payées. Le CNRD doit faire une communication là-dessus pour éclairer la lanterne. Il veut dire qu'ils ne partagent pas entre eux. #espace GG. Toujours sur Twitter, nous partons cette fois avec Mori Pirlo Condé. Que dit-il? Bonjour Diadia. Kassori et compagnie ne méritent pas d'être libres pour le moment. Ils doivent s'expliquer devant le peuple car ces gens-là ont pillé ce peuple, donc qu'ils soient maintenus en prison. Il faut dire à Djiba qu'il n'est pas juste, donc qu'il laisse le procureur, s'il vous plaît. #espace GG. Toujours sur Twitter, cette fois avec Fodé Tachi, qui nous écrit « Bonjour les grandes gueules, ce qui fatigue le Guinéen, c'est le sentiment. Le procureur a interjeté pour des raisons bien précises. Laissons la CRIEF faire librement son travail. Ces personnes dont vous parlez sont des lobbies à mon sens. #espace GG. Toujours sur Twitter avec Lucien Blémou, cette fois, on a tellement été traumatisé par des décisions de justice que notre scepticisme grandit face à toute procédure judiciaire. Beaucoup de choses à dire sur notre justice, mais chaque dossier a sa spécificité et sa particularité. Acceptons de moraliser cette vie publique. #espace GG. Toujours sur Twitter, cette fois avec Patekourou, que la CRIEF confisque les biens des anciens dignitaires. Si toutefois elle n'a pas toutes les compétences pour rendre justice, qu'elle soit dissoute. Après le retour à l'ordre constitutionnel, des institutions dignes de ce nom seront mises en place. À méditer, nous dit Patekourou donc sur Twitter. Nous continuons toujours avec vous, cette fois avec Ibou Diallo. Bonjour les grandes gueules. La joie de ces anciens dignitaires n'a été que de courte durée. Les marabouts continuent leur surenchère, les avocats affinent leur stratégie et les gardes pénitentiaires se réjouissent de revoir les geôliers en bon business. Nous dit Ibou, donc sur Ibou Diallo sur Twitter. Nous continuons donc juste peut-être quelques-uns avant de terminer. Bonjour les champions, respect à vous. Les Kassori et compagnie sont victimes de leur propre manège. On ne défie pas une autorité exceptionnelle animée d'une bonne volonté, surtout lorsqu'on appartient au régime déchu. Merci. #espace GG. Un dernier pour la route avant de terminer, de continuer le cours normal de l'émission. Youssef Kaba. Bonjour les grandes gueules. Ce que Kassori et compagnie nous ont fait subir, c'est pas 45 jours de misère. N'oubliez pas que ce clan a pris le pays en otage pendant 11 ans et dilapidé nos ressources. Le paiement de cette caution faramineuse renforce donc davantage les soupçons d'enrichissement illicite sur eux. Nous continuons donc le cours normal de cette émission avec vous. Djiba Milimono, on parlait de ces passeports, de ces questions de passeport. C'est pas une première en Guinée. Des citoyens guinéens vivant en Allemagne qui sont complètement perdus parce que ils ont payé beaucoup d'argent, ils ont été enrôlés, mais ils n'ont aucune suite favorable à ce jour. Oui, tout à fait. Vous vous souvenez que l'État guinéen avait finalement décentralisé les opérations, puisqu'il y avait des Guinéens qui étaient souvent obligés de venir jusqu'à Conakry, qui avaient des passeports expirés pour trouver leurs documents de voyage, leur sésame. Mais finalement, certains pays ont été ciblés à l'époque, tels que les États-Unis, certains pays de l'Europe, le Canada, la France, pour cette fois-ci permettre aux Guinéens de pouvoir obtenir leur passeport à partir de leur pays d'accueil. En se faisant enrôler à partir de ces pays d'accueil. Et donc, après l'enrôlement, les bases données allaient venir en Guinée. On fait la conception, la mise en page et puis on envoie les passeports. Mais sauf que dans certains pays, à un moment donné, on avait commencé à communiquer pour dire, bon, nous avons nos conseils, les hauts conseils des Guinéens de l'étranger qui sont ici, mais sauf que jusque-là, nous avons payé beaucoup d'argent, mais on a du mal à rentrer en possession de nos passeports. Vous savez, le passeport dans ces pays est très important parce que si vous n'avez pas le passeport, vous n'avez pas les documents sur vous, vous êtes soit sujette à beaucoup de choses. Vous êtes dans la clandestinité. Dans la clandestinité, vous ne pouvez pas. Soit on peut vous expulser ou vous n'avez pas accès à certains travaux. Si vous voulez avoir aujourd'hui une activité rémunératrice de revenus dans ces pays-là, il faudrait que vous soyez en possession de ces documents de voyage. Parce que souvent, on vous les demande. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes dont les mouvements sont réduits. Il y en a aussi qui ont perdu leur boulot à travers cet état de fait-là. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, que le ministère qui avait dit à un moment qu'on avait quand même certains passeports en stock pour les situations d'urgence. Je suis d'accord pour qu'on puisse aider les étudiants en instance de voyage, les cas de maladie, mais aussi penser à ces Guinéens qui sont à l'étranger. Parce que n'oubliez pas que ces Guinéens qui sont là-bas, la diaspora aussi participent, contribuent à l'expansion de notre économie à travers les transferts qu'ils font
la représentativité qu'ils ont sur le plan international. Donc je pense que cette question des passeports, c'est pas que l'Allemagne, ça touche aujourd'hui beaucoup de pays, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Souvent, lorsque vous en Turquie, lorsque vous déplacez les Guinéens... Mais le problème de ce cas particulier, des gens ont payé plus de 400 millions de francs guinéens à une équipe qui est partie les enrôler. Oui. Et aujourd'hui, ces gens n'ont aucune suite. Oui, c'est comme par exemple aux États-Unis. Oui, allez-y. Ce n'est pas qu'en Allemagne. Ce n'est pas qu'en Allemagne. Et je lisais tout à l'heure les messages d'une de nos compatriotes qui vit en Turquie. Et là également, ils sont allés. On leur a pris de l'argent. On leur a dit que dans un mois, les passeports allaient être disponibles. Mais cela fait maintenant plus de près d'un an. Parce que ce cas-là date de l'année dernière. De l'année dernière, voilà, près d'un an maintenant qu'ils n'ont pas. Et ce matin même, elle m'a encore appelé pour dire que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore rentrés en possession de nos passeports. Et d'ailleurs, quand on va à l'ambassade, bon, parce que là-bas, il n'y a pas une telle facilité d'accès à l'ambassade, et vous avez tous les problèmes. On vous exige un certain montant. On vous dit non, il faut venir en Guinée pour aller venir chercher, alors que vous êtes, vous n'êtes qu'un élève, vous n'êtes qu'un étudiant. Même pas ça, il y a des gens par exemple qui n'ont pas leur titre de séjour, qui n'ont pas les documents qu'il faut pour pouvoir voyager. Donc si aujourd'hui on les maintient dans cette situation, je crois que c'est encore faire mal à nos compatriotes qui vivent de ce côté. Ce n'est pas qu'en France qu'il y a des problèmes, même si par moment on voit certains, lorsqu'ils sont dans de bonnes grâces où tout bouge avec eux, leur rapport va bien avec l'ambassadeur ou autre autorité, et ils les présentent comme les saints sortis de la cuisse de Jupiter. Mais dans les pays, il y a des problèmes pour nos compatriotes, alors que pour les autres pays, facilement vous avez accès à votre document. Lorsque vous avez toute la documentation, vous êtes reconnu, vous avez votre passeport et autres. Pourquoi pas pour les Guinéens? Bien, on va essayer de comprendre en partant sur le terrain avec Aïssatou Chérif Baldé. Elle est la présidente de l'ONG Guinée Solidaire. Elle s'est impliquée à travers son organisation pour prendre un avocat en Guinée pour essayer d'y voir clair. Elle est en direct chez les Grandes Gueules, Mafoudia. Les Grandes Gueules. Bonjour et bienvenue chez les GG. Alors, ma première question, c'est un peu de savoir... vous particulièrement, est-ce que vous avez eu des difficultés à obtenir votre passeport? Comment vous l'expliquez? À quel niveau? Parce qu'on sait que les problèmes peuvent être situés à différents niveaux. Comment s'explique le retard à votre niveau? D'abord, merci, bonjour. En tout cas, bonjour à vos auditeurs et tout. Merci de nous avoir donné la parole parce que c'est pas facile. Étant en dehors de la Guinée, c'est toujours très compliqué pour nous les Guinéens et tout cela. Bon. En ce qui nous concerne en Allemagne, je vais aller dans le vif du sujet. Et comme l'a si bien annoncé notre sœur, enfin votre collègue, Madame Hiro, et tout, c'est que je suis la présidente d'une association, d'une ONG, disons, qui essaie de défendre l'intérêt des Guinéens, des Africains sur le sol allemand. C'est-à-dire tout ce qui a à voir pratiquement avec la problématique de l'intégration, comment obtenir les titres de séjour, comment s'en sortir, bref. En gros, c'est ça, c'est ce que nous faisons. Et maintenant, il s'avère que... Je comprends mieux à présent. Donc, vous représentez toutes ces personnes. Ben, justement, peut-être l'Allemagne où vous êtes, parce qu'on vous a écouté, je pense, il y a... Ils ont payé plus de 400 millions, Mafoudia, pour pouvoir se procurer de ce passeport, mais ils ne l'ont pas. Pourtant, il y a le ministère qui avait dit qu'il y avait une équipe qui était déployée de là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Oui, entre-temps, c'est que, vous savez, récemment, on avait essayé, même personnellement, j'avais parlé avec le ministère des AE et tout ça, et puis je lui avais expliqué la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il avait dit que le cas des Guinéens de l'Allemagne, il y avait même des passeports qui étaient en destination de l'Allemagne. Et ce qui a été fait, on a obtenu récemment 260 passeports. Mais le problème ne se situe pas là. Vous savez, quand il y a plus de, 2500 personnes qui se sont fait enrôler, il y a plus d'une année bientôt, parce que l'enrôlement a commencé l'année dernière avec l'ancien régime et tout, donc au mois de juin en Allemagne, et jusque-là, il n'y a que pratiquement une infime partie de ces gens-là qui ont obtenu les passeports. C'est que ça pose problème, parce que les gens sans les passeports, ils ne peuvent pas travailler. Sans les passeports, ils ne peuvent pas faire leur formation. Sans les passeports, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils sont carrément pénalisés et là, on leur prive de leurs droits. Et c'est pourquoi nous, et le hic est qu'il y a des gens qui se sont fait enrôler à l'ambassade, c'est-à-dire leurs données restent pour le moment introuvables à Conakry. Il y a des gens qui se sont fait enrôler pour un passeport de 10 ans,
Ils n'ont obtenu qu'un passeport de 5 ans. Donc, il y a tout un tas de problèmes qu'on a enregistrés et tout. C'est pourquoi on a créé un groupe extra pour les Guinéens sans passeport de l'Allemagne. Quelle explication vous a-t-on donné? Vous postulez pour un passeport de 10 ans, c'est un passeport de 5 ans qu'on vous délivre. Vous postulez pour un passeport, si on vous délivre 5 ans d'ailleurs, vous êtes heureux. Mais quelle explication on vous a donné sur cet état de fait? Vous payez, les gens payent, mais impossible de rentrer en possession de leur dû qui est le passeport. Malheureusement, jusque-là, on n'a aucune explication. C'était l'une des raisons pourquoi on a engagé un avocat à Conakry, Maître Poliumba, pour essayer de nous aider à clarifier, c'est-à-dire cette situation-là. Pourquoi, en fait, on paye un passeport, c'est-à-dire pour un passeport, on paye 250 € pour obtenir un passeport d'une validité de 10 ans. On n'a qu'un passeport de 5 ans. Où est passé le reste de l'argent? Deuxièmement, pourquoi les données qu'on a, c'est-à-dire les données de nos compatriotes qui se sont fait enrôler ici à l'ambassade de la Guinée à Berlin, les données restent introuvables à Conakry. Où sont passées les données? Et pourtant, ils ont des récépissés, on a des preuves. Attendez, madame, vous parlez de 250 €, n'est-ce pas? Oui. Pour 10 ans, pour un passeport de 10 ans. Alors qu'au pays, c'est quand même 1 million, hein? C'est 1 million qu'on paye à la banque et vous avez votre reçu, vous allez avec ça. Comment comprendre que au pays, on paye 1 million et chez vous, on vous demande de payer, disons, 2,5 millions? Parce que quand on prend 250 €, arrondissons cela c'est l'équivalent de 2,5 millions. Est-ce qu'il vous a été dit que c'est parce que vous êtes là-bas que vous devez payer plus cher que ceux qui sont en Guinée? Malheureusement, aucune explication nous a été donnée. J'ai été aussi celle qui était montée sur le créneau pour dire que tenez, l'argent là est trop. Non seulement ça, parce que vous savez, l'Allemagne c'est un grand pays. Le taux de Guinéens est concentré dans une région qui s'appelle la Rhénanie-Westphalie, qui est très éloignée de Berlin où on confectionne les passeports. Donc, et sans compter les frais de transport que les gens payent, donc tu peux au moins payer dans les 100 €, 150 € pour le ticket. Et en plus, il faut te faire héberger. Et j'avais aussi dénoncé cette situation. Il y a des gens qui partaient à l'ambassade avec des enfants, c'est-à-dire des bébés qui étaient obligés de rester au dehors, où ils n'avaient pas une possibilité de s'asseoir et tout cela à l'intérieur parce que c'était le temps de corona. Bref, on nous a rien dit, sans vous mentir. On n'a eu aucune explication, mais comme les gens souffrent du manque criard de passeport, le passeport est devenu pratiquement comme l'eau dans le désert, le passeport guinéen. Donc les gens ont dit, bon, on fait avec. Donc, pour éviter même qu'on ne retourne encore, c'est-à-dire à l'ambassade pour se faire confectionner un passeport, mieux vaut faire, c'est-à-dire le passeport de 10 ans. C'était pour essayer d'éviter de se retrouver encore dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans ce pays. Mais malheureusement, ça aussi... Allez-y, Diba, dernière question. On va essayer de joindre l'avocat pour savoir quelles sont les démarches qu'il a menées ici en Guinée. Voilà, dernière question. Je relève 2 choses quand même d'une extrême gravité. Dans ce que vous dites, beaucoup payent pour les passeports de 10 ans, mais ce sont les passeports de 5 ans, on les donne. Donc ça veut dire qu'on scinde la poire en deux. Il y a un parfum de détournement par rapport à l'argent qui est déboursé pour le passeport de 10 ans. L'autre chose aussi, c'est vous dites que les données, lorsqu'on vous avez donné les identités et tout, mais sauf qu'en Guinée, on ne les retrouve pas. Donc là aussi, il y a un problème de dysfonctionnement. Et pour finir, est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de ceux-là qui ont perdu leur boulot, le fait qu'ils n'ont pas de passeport? Oui, je ne peux pas vous donner une donnée exacte parce qu'en fait, quand je vous dis la semaine passée, par exemple, le samedi, quand j'ai activé le téléphone de l'association, il y a eu 120 personnes qui m'ont appelé. Sur les 120 personnes, la plupart, c'est des gens qui ont des problèmes de passeport. Et nous-mêmes, on est submergés ici et tout cela. C'est pourquoi je vous ai dit, on avait engagé cet avocat-là pour qu'on essaie de nous dire qu'est-ce qui ne va pas, où se trouve le problème et pourquoi on a encore des problèmes, franchement, des difficultés pour obtenir un passeport après 63 ans d'indépendance. Pendant ce temps, le Sénégal tout près et tu vas, c'est 2 semaines, tu as ton passeport. La Sierra Leone, pareil. Donc pourquoi nous, ça pose problème? Donc voilà, en gros, les problèmes qu'on a. Et là, franchement, je ne sais même plus, nous, on ne sait même plus à quel sens se vouer. Parce que là, on est vraiment pénalisés, là. On est pénalisés, surtout le fait que ces jeunes-là ne retrouvent pas leurs données à Conakry. Et ça, c'est ce qui pose problème. Pour où sont passées les données? Qui a fait disparaître les données? C'est l'une des raisons pourquoi on avait engagé Maître Yumba.
Et jusque-là aussi, on n'a rien, on n'a aucune information là-dessus. Maître Yomba ne nous a pas dit où est-ce qu'ils en sont, quels sont les problèmes qu'il y a, pourquoi ça cale. On ne donne pas des réelles informations en tant qu'association parce que c'est nous qui l'avons engagé. Bien, Aïssatou Chérif Baldé, nous allons essayer de comprendre avec l'avocat dans un instant. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, Aïssatou Baldé. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Bien, bonne journée. Allez-y, Guiba Milimono. Voilà, donc je disais que c'est un cas général. Par exemple, du côté de la France, j'apprends que ça fait une année qu'ils attendent, certains ont fait la demande, ils attendent, et qu'il y aurait même une dame qui aurait perdu son emploi dans une banque pour faute de passeport, qu'elle a fait la demande. Il y a aussi une autre étudiante qui voulait souscrire à un master, mais sauf que pour souscrire, on vous demande votre passeport. Donc, elle ne peut pas. Donc, ça veut dire aujourd'hui que c'est pénalisant pour beaucoup de Guinéens qui sont du côté de la France, de l'Allemagne, mais aussi dans les autres pays. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en train de perdre leur boulot du fait du passeport. C'est un droit, le passeport. Je pense que ça ne devait pas être à l'origine quand même de cet état de fait pour les Guinéens. À un moment donné, c'était un droit d'avoir un passeport. Et ça, il faut que cela soit garanti. Vous ne pouvez pas perdre votre travail dans un pays où c'est très difficile, surtout en Europe aujourd'hui avec le contexte dans lequel on se trouve, cette crise internationale, et que là vous arrivez à arrondir les angles, vous perdez cela à cause d'un passeport. Je pense que c'est pénalisant, sans compter les étudiants aujourd'hui qui ne peuvent pas souscrire à certains programmes de formation. Bien, on va essayer de comprendre davantage avec Maître Paul Yomba Kourouma. Bonjour Maître, bienvenue chez les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules. Bonjour. Bien, allez-y Daouda. Alors, Maître Paul Yomba, plusieurs questions à la fois. D'abord, où en êtes-vous avec cette saisine de ces compatriotes vivant en Allemagne par rapport à leur situation? Deuxième question, est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi le passeport de 10 ans est payé ici à 1 million et de l'autre côté, on leur demande 250 €? Et la troisième question, il parle de données. Est-ce que vous avez vraiment les éléments de réponse sur ces différents éléments, sur ces différentes questions? Tu te perds dans tes questions. Oui. Mais vraiment, je vous remercie parce que je compatis vraiment à la souffrance de nos compatriotes à l'étranger qui, pendant longtemps, ont beaucoup souffert de la négligence de nos autorités quant à la délivrance de ces documents très essentiels pour leur séjour même, leur emploi et pour beaucoup d'autres transactions en ces lieux-là, étant éloignés de leur patrie. Ils ont cru que la représentation diplomatique serait vraiment un atout inestimable pour eux, et ils se sont fiés à elle et sincèrement leur espoir a été déçu. Et c'est alors que mon cabinet a été contacté et sans désemparer, j'ai saisi le ministre des Affaires étrangères d'une lettre à cet effet pour lui poser toutes ces questions que vous me demandez de répondre maintenant. Et celui-ci, avec beaucoup de discernement. Maître Paul Yomba Kourouma, que nous venons de perdre, on va certainement essayer de le rappeler, Abdelkader Dramé. Allez-y, Caps, sur la question. La situation, elle est déplorable, parce que savoir que ça fait plusieurs mois encore que nous continuons à vivre cette même situation, ces calvaires que ne cessent de vivre nos compatriotes qui sont à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, il est important qu'on sache que le ministère même de la sécurité, parce que c'est eux qui délivrent les passeports, qu'aujourd'hui, qui s'asseye pour nous faire une vraie situation. Combien de personnes aujourd'hui ont demandé les passeports, ont déjà payé, qui n'ont pas encore reçu? Et justement, quel est le plan justement qu'ils ont pour pouvoir satisfaire à tout ça et qui tiennent compte un petit peu des réalités que chacun vit en fonction du pays là où il se trouve aujourd'hui? Qu'est-ce qui coûterait à l'État aujourd'hui de s'organiser pour que ces choses puissent être délivrées sur place? Qu'est-ce qui les coûterait pour que le processus puisse aller très vite? Parce que si tu perds ton emploi, si tu as des difficultés dans ces pays-là, l'État guinéen ne répondra pas, tu n'auras que tes propres yeux pour pleurer. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'à cause d'eux, que les compatriotes continuent à vivre des difficultés. On ne peut pas comprendre. Quand tu es à l'étranger, quand tu as un problème, tu cours pour venir dans ton ambassade, tu cours pour venir dans ta représentation diplomatique, qu'un pays délègue des personnes qui partent là-bas pour
pour recenser des gens, uniquement que recenser des gens, faire une base de données au 21e siècle, en 2022, une base de données qu'on fait et qu'on se dise qu'en Guinée, on a perdu des données, ça c'est quelque chose, c'est incroyable de pouvoir le comprendre. Des données disparaissent ou bien c'est expressement fait que des gens demandent 10 ans et qu'on les amène 5 ans. Pour moi, c'est expressement fait parce que c'est impossible de pouvoir le faire, c'est de l'arnaque. Les gens ont payé leur argent pour 10 ans, vous leur remettez 5 ans. Est-ce que vous devez les retourner le reste de leur argent? Mais mieux encore, qu'est-ce qui explique tous ces décalages-là? Aujourd'hui, on a besoin que l'autorité puisse prendre la parole et explique, parce que là, franchement, ça ressemble à un manque de sérieux total. Bien, allez-y, Mafoudia. Partout dans le monde, les Guinéens sont en train de souffrir à cause des passeports. Et ça fait des années, peut-être que c'est à l'arrivée du ministre. Ça n'a pas commencé maintenant. Ils n'ont jamais su s'organiser. À un moment donné, les gens pensaient que c'était le ministère des AE, mais c'est vrai que c'est les ambassades et les consulats, mais c'est au ministère de la Sécurité. Et de ce côté, on n'a jamais pu comprendre. Souvenez-vous des débats qu'on a eus par rapport aux fournisseurs, par rapport aux gens qui étaient les partenaires techniques et autres. On est là, on est où aujourd'hui? On n'a pas d'éléments clairs et on se retrouve à vivre les mêmes problèmes. On parle de Guinéens qui sont à l'étranger, qui ont des difficultés. Mais que dites-vous des Guinéens à l'interne ici? Il y en a aujourd'hui qui ne peuvent pas voyager. Je connais 2 journalistes qui ont dû renoncer à des voyages parce qu'ils ne peuvent pas avoir leur passeport dans un meilleur délai. Ils se disent, bon, vaut mieux renoncer. Et combien de Guinéens sont dans cette situation? Il y a des Guinéens aujourd'hui qui sont obligés d'être à 4 heures à Koleya. Et vous pouvez rester jusqu'à 10 heures. Mais ça a été décentralisé ces derniers temps. Oui, ça a été décentralisé. Il y a 3 centres de délivrance. Il y a Koleya, Nongo et Matoto. Mais la situation dont elle est en train de parler à Koleya, c'est catastrophique. À 4 heures du matin, les Guinéens sont obligés de se rendre là-bas. On apprend que par jour, on traite, je crois, 300 dossiers. Au maximum. Il y a des jours où ils n'en traitent que 100 et quelques. Après, des gens peuvent venir de 4 heures à 10 heures. On leur dit retournez chez vous, revenez demain. Mais ce qui se passe, c'est inadmissible. La question aujourd'hui, c'est pour le ministre Bachir. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il nous avait dit qu'il était en train de tout revoir. Finalement, on n'a pas de réponse. Est-ce qu'avec le partenaire Iris, on s'est entendu sur quelque chose? Comment expliquer c'est quoi? Parce que ça devient de trop. Un peu partout, les Guinéens sont en train de souffrir. Ça ne peut pas continuer. C'est quelque chose dont on a besoin pour notre mobilité. On ne peut pas perdurer sur cette crise comme ça, là, à tout bout de champ. Des étudiants qui ont perdu... de partout, on nous appelle. Voilà. En Asie, aux États-Unis, partout dans le monde, les Guinéens souffrent. Maître Paul Yomba Kourma, que nous n'arrivons plus à joindre. Allez-y, Antoine, pour clore sur le sujet. La grosse question à se poser, c'est à quoi ont servi les périodes, ou à quoi a servi la période d'arrêt décidée par le ministre unilatéralement. Parce qu'on s'est dit qu'après cette décision, les Guinéens désormais, non seulement auraient leur passeport, mais de façon automatique. C'est-à-dire, quand tu veux un passeport tout de suite, tu l'as dans un intervalle de temps assez réduit. Mais on décide de l'arrêt momentané de la délivrance des passeports durant plus d'1 mois. Et lorsqu'on reprend, on constate qu'il n'y a pas de changement. On a vu que le patron de Iris a été en Guinée. Le Malaisien est venu, il a inspecté les lieux où se font les passeports, il a été au ministère de la Sécurité. On a vu le ministre à ses côtés qui a pris la parole pour un peu expliquer le processus. Et le contrat ou la convention passée entre ces 2 entités a été maintenu avec bien sûr des engagements qui ont été pris de part et d'autre pour améliorer le service. Sauf que sur le terrain, lorsque vous allez par exemple aujourd'hui au niveau de Nongo, au commissariat, faites le constat qu'il y a une certaine mobilisation forte des citoyens. Avant, pour ceux qui parcourent ce tronçon-là, vous allez faire le constat qu'au niveau de la mosquée, au niveau du stade, il y a beaucoup de véhicules garés là, des gens venus faire leur passeport. Il y a un hangar qui a été construit à l'intérieur du commissariat, mais qui n'est pas suffisant pour abriter ceux qui viennent pour faire leur passeport. Allez-y au commissariat de Matoto, vous allez être stupéfait. Le monde qui est parfois dehors, à l'arrière-cour, pour attendre son tour afin de pouvoir se faire enrôler, c'est assez compliqué. Soit on ne peut pas, soit on peut. Mais lorsqu'on s'engage à le faire, faisons-le bien. Sauf que tout ce dans quoi nous nous engageons souvent, on a du mal à s'en sortir. On a décentralisé en pensant que ça va être bien fait. Sauf que dans la pratique, on constate qu'il y a encore des soucis. J'espère qu'on va améliorer la façon de faire parce que là, ça devient assez compliqué. Il faut que le partenaire Iris
mettre davantage de moyens pour pouvoir satisfaire tous les Guinéens. Et le département, à travers son ministre Bachir Diallo, voilà, qu'il essaie un peu de revoir sa copie. Ce que j'ai voulu ajouter, c'est vrai qu'on veuille coûte que coûte responsabiliser le ministère ou en tout cas les autorités, mais il nous a aussi parfois signalé un certain nombre de faits, c'est-à-dire vous postulez par exemple Moussaïro Ba, il y en a nos compatriotes, derrière ils reviennent pour changer de nom par exemple, ou changer d'âge. Il y a ces problèmes également qui sont souvent signalés parce que vous entendez parler de passeports écrasés. Justement. Et ça, c'est pour les rectifications. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais quand on parle des données, on ne peut pas l'exclure aussi. Il peut y arriver que certains postulent avec une identité, mais derrière, ils veulent une rectification. Donc, ça veut dire que la procédure... Donc, le ministère prenne la parole pour expliquer. Donc, ça peut avoir un renouvellement de contrat à ces niveaux. Bien, un renouvellement de contrat. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet lié aux questions de passeport. Nous continuons l'émission donc dans un instant avec cet autre sujet qui s'est passé hier du côté de Ignace Dine, cette dame qui a perdu la vie. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Mais aussi sur Espace TV, dernière ligne droite de cette émission, que s'est-il passé avec la jeune dame Fatoumata Souma ce jeudi au CHU Ignace Dine? Elle aurait perdu la vie suite à une fausse couche selon son époux qui est inconsolable. Il parle de négligence alors que l'hôpital explique des risques liés à une grossesse extra-utérine. Nous en parlons dans un instant avec Alassane Yarabi et professeur Yaya Diallo, chef service adjoint du côté de la maternité. Alors, on parle encore de ces cas qui se produisent, de ces personnes qui perdent la vie. J'ai échangé Mafoudia hier avec ce mari qui était dans tous ses états. Il a perdu son épouse âgée seulement de 25 ans qui portait une grossesse, c'était un primi, sa première grossesse. Lui, il parle de problèmes de sang parce que le plus souvent du côté de, vous savez, le centre de transfusion sanguine se trouve à Donka. On lui aurait demandé d'aller chercher du sang le temps qu'il revienne. La femme a perdu la vie. Ce n'est pas une première. C'est des choses qui arrivent souvent dans nos différents hôpitaux. Un autre cas dont on essaie de comprendre les dessous ce matin. Tu as bien fait de le dire, dont on essaie de comprendre le dessous, parce que c'est vrai qu'il y a la version du monsieur, il y a la version des médecins. Oui. Déjà, ce qu'il faut regretter, c'est que encore en Guinée, que les femmes continuent à perdre la vie à l'accouchement. Et quand on énumère les raisons, en attendant d'avoir... la réalité, la vérité sur ce qui s'est réellement passé, qu'on nous parle d'un problème lié au sang, lié au traitement, tout ça c'est un petit peu... Ou à des équipements, tout ça c'est un petit peu compliqué. C'est donc un mari qui est vraiment déboussolé, qui est un peu dégoûté de la manière dont les choses se passent dans le pays. Mais quand on sait qu'il y a eu des cas aussi où les médecins ne pouvaient rien faire parce que c'était des cas de dernière minute, beaucoup de choses, ce serait bien, comme tu le dis, qu'on écoute les deux parties, de savoir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que les complications dont les médecins parlent sont avérées? Parce que ça peut arriver. On peut amener une femme qui présente effectivement des complications. Les grossesses extra-utérines, ce sont des grossesses à risque. Très à risque. Comme me l'expliquait hier le professeur Dadi Baldé, que j'ai essayé d'appeler le directeur général de l'hôpital, qui a entré en contact avec le service parce que ça s'est passé à la maternité. Et donc, on essaie de comprendre. Peut-être c'est de savoir, c'est de comprendre, est-ce qu'il y a eu communication? Parce que si le monsieur estime aujourd'hui que c'est lié au retard accusé dans l'envoi de la poche de sang, c'est il faut que les médecins puissent expliquer au père, par exemple, ce retard-là n'a rien à voir avec le cas de votre femme. Je pense que c'est l'échange qui peut marcher et peut-être
au niveau, si il a le droit de porter plainte, peut-être avec tout ceci, on sera élucidé parce que le monsieur, à ce que je sache, il est convaincu aujourd'hui que c'est la négligence des médecins qui a occasionné la mort de sa femme. Il peut aller où il veut pour comprendre, pour avoir des explications. C'est un droit. Il a amené sa femme dans un hôpital public où on est censé prendre soin d'elle. S'il y a eu des éléments dont il n'a pas la certitude, il a des doutes, il a le droit d'avoir ses réponses. Et je pense que du côté de l'hôpital, on doit tout faire pour qu'il comprenne. Et s'il s'avère qu'il y a négligence, là aussi, on connaît la procédure, parce que ce ne serait pas une première en Guinée. Bien. Peut-être qu'il faut penser, que j'allais dire, Djiba Milimono, à mettre en place des centres, pas uniquement ici, par exemple, à Donka, on a un seul centre de transfusion. Peut-être qu'il faudrait rapprocher, à Ignazdine aussi, on pourrait penser à un autre centre. Oui, tout à fait. Et on nous signale déjà que l'invité... Bien, nous allons partir avec le professeur Yaya Diallo. Il est en direct chez les Grandes Gueules. Il est le chef service adjoint de l'hôpital Ignazdine. Les Grandes Gueules. Allez-y, Djiba. Oui, docteur, bonjour. Bonjour. Alors, dites, merci de nous rejoindre dans les Grandes Gueules. Vous avez certainement écouté... Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'on peut parler de manque de sang Nous n'avons pas pu joindre, il faut le préciser, l'époux qui me disait que l'inhumation devait avoir lieu à 10h. Peut-être qu'il est au cimetière. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est réellement passé puisque le mari quand même a porté des accusations vis-à-vis de votre hôpital? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème de non-assistance à cette dame ou bien problème de poche de sang? Je vous remercie. Je voudrais saluer vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Permettez-moi d'entrer de jeu de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de Mme Diakabi Madine Tissouma. Alors, pour en revenir au fait, cette patiente, nous l'avons reçue hier, évacuée du CMC de la Minière. Elle a été évacuée à 9h42. Nous l'avons reçue. Le motif d'évacuation, c'était anémie sévère avec un taux d'hémoglobine à 6,6 grammes par décilitre et abdomen distendu. C'est pourquoi elle a été adressée à la maternité. Elle a été admise dans notre service à 11h32. Au terme de l'examen gynécologique et à la suite d'une échographie, le diagnostic d'un hémopéritoine a été posé avec un état de choc. L'hémopéritoine, c'est un épanchement sanguin dans l'abdomen et cet épanchement était important, ce qui a entraîné un état de choc. Elle avait une tension artérielle à 8,4, un pouls filant, et le taux d'hémoglobine qui a été réalisé à Ignazdine... Professeur, vous parlez trop technique. Est-ce que vous pouvez faire en sorte que nos auditeurs puissent comprendre? Parce que son mari a parlé d'une fausse couche. Est-ce qu'elle venait justement, est-ce qu'elle était enceinte? Est-ce que ce cas est avéré? Et en fait, la grossesse extra-utérine, c'est une grossesse mais qui est mal placée. Donc, si l'intervention n'a pas lieu à temps, ce qui se passe, c'est que la trompe se rompt. Et lorsque vous avez la rupture, il y a un épanchement sanguin dans l'abdomen. Bien. Allez-y, est-ce que c'était le cas de cette jeune dame, justement? Est-ce qu'elle est arrivée pendant que vous parlez de la trompe qui se rompt? Est-ce que la trompe était déjà rompue quand elle est arrivée à Ignazdine? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bien sûr. Oui, la trompe était déjà rompue. C'est ce qui a entraîné l'épanchement sanguin dans l'abdomen. Moi, je veux parler du suivi, parce que s'il y a un médecin qui la suit... Non. Peut-être que c'est ce qu'il faut dire, par exemple, si elle est arrivée pendant que la trompe s'est rompue, qu'est-ce qui pouvait être fait dans l'immédiat? Est-ce qu'il était possible de la sauver? Qu'est-ce qui pouvait être fait dans l'immédiat, docteur? Alors, lorsque on a fait ce diagnostic, le traitement, il est chirurgical. Le but du traitement, c'est d'arrêter le saignement et de compenser les pertes sanguines. Donc, la femme a été admise au bloc. Et l'hémorragie a été arrêtée. On a procédé au nettoyage de l'abdomen. Ce qu'il fallait après, c'est compenser les pertes sanguines. Donc malheureusement, nous avons demandé 3 poches de sang
le mari s'est rendu à la banque sanguine, il n'y avait pas de sang B+ disponible à la banque sanguine, on lui a demandé d'aller à Donka. Donc c'est entre-temps, la mort est survenue. Bien, allez-y Mafoudia. Alors ma question, je veux bien revenir là-dessus parce que je voulais comprendre, si ce problème avait été détecté à temps, est-ce qu'on aurait pu aider la femme à ce que ça ne soit, le terme technique que vous avez utilisé, que cet élément ne soit pas rompu? C'est ce que je veux comprendre. La trompe, voilà, qu'on n'en arrive pas là. Est-ce qu'un suivi aurait permis d'éviter qu'elle se retrouve dans une situation critique en fait? Ah oui, en fait, il arrive des moments où on fait le diagnostic de cette grossesse extra-utérine avant la rupture. Mais malheureusement, chez nous, la plupart du temps, on reçoit les femmes dans un tableau d'hémorragie. Elles ont déjà rompu la trompe. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est arrêter le saignement et compenser les pertes sanguines. Alors, moi, je vais revenir sur la question du sang. Excusez-moi, c'est docteur professeur, parce que moi, j'ai mis professeur Yaya Diallo. Oui, c'est professeur Yaya Diallo. Voilà, professeur. Alors, si vous permettez, comment comprendre qu'il y ait rupture de sang dans un CHU? Est-ce qu'il n'y a pas de dispositions qu'on peut prendre en amont pour ne pas qu'il y ait des ruptures comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on se dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de sang à Ignace Dine, justement, que cette femme a perdu la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être confronté à chaque fois à ce genre de problème? En fait, ce qu'il faut faire, madame, c'est que chacun d'entre nous accepte à un moment donné d'aller donner son sang. Il y a des campagnes de sensibilisation, mais tout le monde n'est pas prêt à aller donner du sang. Comme vous le savez, le Centre national de transfusion sanguine est à Donka. À Ignace Dine, c'est une antenne que nous avons. Donc cette antenne-là est approvisionnée à partir de Donka. Donc nous, à Ignace Dine, si nous avons besoin de sang, on s'adresse à l'antenne qui est à Ignace Dine. Donc si on n'a pas de sang disponible à Ignace Dine, souvent, le groupe disponible, parce que parfois ils peuvent avoir des maîtres, vous savez que pour transfuser, il faut du sang iso-groupe, iso-résus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner n'importe quel sang. Il faut, même si c'est le même groupe, il faut faire un test de compatibilité parce qu'il y a des réactions transfusionnelles. Donc, on doit pouvoir faire tout ça avant d'accepter de transfuser une personne. Mais le problème de sang, vous-même vous le savez, c'est un problème assez récurrent. On est en déficit de sang. Alors, donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut que la population accepte de donner du sang et que d'autres antennes soient approvisionnées et peut-être éventuellement prendre des dispositions pour que nous ayons une petite unité à la maternité. Comme ça, quand nous recevons ces cas d'hémorragie qui nécessitent d'être transfusés directement, qu'on ne soit pas amené à demander aux parents d'aller au niveau de l'antenne ou bien d'aller jusqu'à Donka avec les embouteillages. C'est de cela que je veux parler, parce que moi je veux bien comprendre. Pourquoi dans certains cas, c'est aux parents d'aller chercher le sang? Pourquoi il n'y a pas une organisation qui pourrait permettre, lorsqu'il y a besoin à l'hôpital, qu'on commande et que les services compétents puissent aller chercher, amener? Ce sera peut-être des ambulances qui seront plus faciles à circuler. Imaginez un père qui doit quitter un hôpital, qui n'a par exemple pas un mari qui n'a pas un moyen de transport, toute la galère et qui peut retarder justement les choses de l'hôpital à Donka. Pourquoi il n'existe pas au niveau de nos hôpitaux un mécanisme pour que ce soit vous qui vous occupiez de cela, de service à service? Je pense que ça, c'est une très bonne réflexion et il faut peut-être avoir un plaidoyer dans ce sens pour que cette organisation soit mise en place. Mais ça, c'est un problème de décideurs. Nous, en général, nous sommes au niveau opérationnel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est peut-être une requête dans ce sens. Mais jusqu'à présent, le système fonctionne tel que j'ai eu à vous le décrire. Il y a des moments où nous-mêmes, personnel médical, on se déplace pour aller au niveau de l'antenne ici, pour expliquer l'urgence que nous avons et que nous donner du sang, c'est important pour pouvoir sauver des vies.
Bien, professeur Yaya Diallo, chef service adjoint de l'hôpital national Ignace Dine, merci d'avoir répondu aux questions des grandes gueules ce matin. C'est moi qui vous remercie, madame. Bien. Alors, Antoine, on a écouté professeur Yaya par rapport à ce cas. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre l'époux de la défunte pour pouvoir nous expliquer dans quelles circonstances son épouse est décédée. Oui, on l'a écouté. Et malheureusement, ce sont des faits comme ça qui souvent ont lieu dans nos hôpitaux. Les responsabilités, comme on le dit souvent, elles sont partagées. Et très souvent, on s'en prend à nos médecins pour le fait de ne pas secourir à temps les malades qui viennent. Ça aurait été important d'écouter le mari pour savoir exactement ce qui s'est passé afin que l'opinion soit située sur les causes de la mort de son épouse. C'est vrai, le médecin, professeur, dans son explication, a tenté de justifier un peu ce qui a suscité le retard ou l'empêchement du traitement rapide de cette dame. On espère que dans les jours à venir, on aura cette version attendue du mari afin de pouvoir être mieux situé. Mais ce qu'il faut dire clairement, c'est qu'il faut que l'État prenne des dispositions. C'est bien beau que les citoyens partent volontairement donner leur sang, mais il faut qu'à l'interne, à leur niveau, qu'ils aient un dispositif leur permettant d'avoir le maximum de sang possible afin de pouvoir secourir les citoyens. Bien. On termine avec ce message de Souleymane Konaté de Dubreka. Les crimes économiques et de sang ne peuvent rester impunis. Il faut arrêter de réagir à l'impunité en fonction des relations qu'on a avec la victime, que ces intellectuels sectaires à l'indignation sélective qui ne conçoivent la liberté de conscience que dans un sens reprennent leurs esprits pour admettre la réalité à défaut de se taire. Tout simplement, les cadres véreux du régime déchu qui se sont illustrés dans le vol organisé doivent nous rendre des comptes. Ils sont responsables de la faillite de notre État, de nos institutions et de notre démocratie. Merci à Abdelkader Dramé qui a géré les sons du côté de la radio et à toute l'équipe de la régie, Noël Monemou, Nalaï Sidibé, Mafata Sano, Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé, Kadi Touré. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision à l'international. On se retrouve lundi avec un autre numéro aux commandes avec le Turbo, Lamine Girassi aux commandes.